Des drones qui s'égarent dans le ciel polonais ou danois, des avions russes qu'il faut raccompagner aux limites de l'espace aérien des pays baltes. À quoi joue Vladimir Poutine avec les Européens? Quelles sont les différentes formes de sa guerre hybride contre nous? L'Europe peut-elle, est-elle capable de se défendre? La Russie veut-elle vraiment élargir sa guerre au-delà de l'Ukraine? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Antoine Arjakovski, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur de recherche au Collège des Bernardins et administrateur de l'Institut d'études œcuméniques de Lviv en Ukraine. Vous avez vécu et travaillé en Russie et en Ukraine et deux de vos livres récents portent sur ce pays. Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et les démocraties, paru en 2023 chez Desclés de Brouwer. Et les églises et la construction de la paix en Ukraine, chez l'Harmattan, en 2024. Il faut y ajouter « Qu'est-ce que la science morale et politique ?» paru en 2025 aux éditions du Cerf. Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et expert militaire, ancien colonel des troupes de marine, devenu l'un des commentateurs militaires les plus écoutés. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres, notamment L'Embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas, paru en 2024 chez Perrin Robert Laffont, et cette année, Théorie du combattant chez Perrin. Laure Mandeville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au service international du Figaro, ancienne correspondante en Russie et aux États-Unis. Vous publiez chaque semaine une grande interview dans les pages débat-opinion du Figaro, ces derniers temps souvent tournés vers ce qui se passe à l'Est. Et l'un de vos derniers livres, paru en 2022 chez Talent Éditions, s'intitule « Quand l'Ukraine se lève », coécrit avec Constantin Sigoff. Nicolas Barotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant défense du Figaro, ancien correspondant à Berlin. Vous suivez de près, évidemment, l'actualité militaire sur le front ukrainien et ses implications sur la façon de faire la guerre. Alors, on a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, des drones se balader un peu au-dessus de l'espace aérien de l'OTAN, en nombre un peu trop grand, peut-être pour que ce soit purement accidentel ou un hasard. Michel Goya, comment vous interprétez ces événements récents ? Alors oui, les drones, un certain nombre de drones, en commençant par l'agression, l'attaque sur la Pologne. Là, vous avez 20 drones identifiés russes, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous appelez ça une attaque, mais vous pensez qu'ils visaient vraiment... C'était Non. des drones armés qui visaient une cible Non, en Pologne? c'était pas des drones armés, mais c'est une attaque quand même. Le but était... Une violation de... Oui, il fallait violer l'espace aérien, il fallait pénétrer à l'intérieur de cet espace, de la même façon que quelques jours plus tard, vous avez 3 avions MiG-31 qui ont pénétré dans l'espace aérien estonien. C'est exactement la même logique. Il faut pénétrer dans cet espace, montrer qu'on est vulnérable, qu'on n'est pas capable de faire ça à ce genre de menace. Oui. C'est en même temps, c'est un test à la fois technique de réaction militaire, mais aussi politique, voir comment on réagit politiquement à ce type d'agression sous le seuil. On reste sous le seuil de la guerre ouverte, volontairement. Oui. Et ça s'ajoute à de multiples autres actions de différents types. Oui. C'est une sorte de grande guérilla. Oui, on essaiera de faire contre l'OTAN. la liste des actions. Est-ce qu'un Rubicon a été franchi? Est-ce que vraiment c'est une ligne rouge? Non, on est dans cet affrontement hybride. J'aime pas le terme guerre hybride, parce que justement, c'est pas la guerre. On est sous le seuil de la guerre ouverte à grande échelle. On est un peu dans le spectre haut de cet affrontement hybride. C'est-à-dire que là, on commence à utiliser des moyens militaires pour essayer d'obtenir des effets stratégiques, politiques, on fait des démonstrations de force, etc. Donc on est dans le spectre haut qui peut aboutir à des accrochages. Il y en a eu dans le passé. Il peut y avoir des petits combats, où il peut y avoir un seul coup un avion qui va être abattu, ce qui ne va pas dire pour autant qu'on va basculer dans la guerre ouverte. Mais on est à ce stade-là, on est dans le haut du spectre de l'affrontement, incontestablement. Et le but, c'est quoi, Antoine Arjakovski, pour vous, le but poursuivi par Poutine? Le but poursuivi par Poutine et par Gerasimov, chef d'état-major des armées, ça a été théorisé il y a une vingtaine d'années déjà, par le général Slipchenko. La guerre hybride, précisément, c'est un mix de guerre ouverte et de guerre cachée. Et le but, c'est terroriser, diviser et désinformer.
c'est les 3 piliers de la doctrine Gerasimov, de ce que Slipchenko a théorisé. Et donc, voilà, c'est plus la guerre comme on l'entendait au XXe siècle. C'est une opération de déstabilisation. De déstabilisation, de désinformation, de paralysie des opinions publiques occidentales, et une façon d'avancer ses pions pour diviser l'ennemi. On gagne la guerre avant même d'avoir envoyé des chars, quoi. C'est ça l'idée de la guerre hybride. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention non seulement à ces opérations de drones, qui visent effectivement à tester les défenses, comme l'a dit le colonel, mais aussi à toutes les manœuvres de division des sociétés. On a parlé des têtes de cochon pour insister sur le... On sait qu'il y a des tensions avec la communauté musulmane en France, et donc voilà, on veut appuyer là-dessus. Même chose vis-à-vis de la communauté juive, principale communauté en France, et donc avec le tagage du mur le mémorial de la Shoah, on dit, voilà, à nouveau, il y a des persécutions. Et donc, le but, c'est de diviser. On a fait la même chose vis-à-vis des Ukrainiens pendant très longtemps. Les Ukrainiens sont les spécialistes de la guerre hybride. Parce qu'il y a cette dimension-là, il y a ces opérations, il y a aussi tout ce qui est guerre informatique, tout ce qui est... on pirate les données, on bloque même une centrale électrique. Tout ça fait partie de cette stratégie qui vise à diviser, à faire peur. Et les drones, ça fait peur. Moi, j'ai les gens qui vivent en Ukraine et qui sont obligés de dormir dans le métro, et qui nous disent c'est terrible, quoi. Ça fait du bruit et c'est très violent. Et puis, ça paralyse. Laure Mandeville, est-ce qu'on est dans un éventail finalement classique de guerre hybride, ou on a franchi quand même, selon vous, un palier ? Non, moi je pense que ça ne cesse de monter, c'est une escalade. Et ce que je dirais, c'est que là je suis un peu en désaccord. Pour moi, c'est une guerre. C'est une guerre au sens russe du terme. Et il faut bien comprendre en fait que cette guerre a été théorisée avant, en fait. Il y a 20 ans, elle a été théorisée dans les années 70 par un général ex-soviétique qui était émigré, qui s'appelait Messner, et qui a parlé... émigré où ? Émigré en Occident. Il a vécu en France, d'ailleurs, et il a expliqué aux Occidentaux les théories russes. Et il montrait en fait comment l'Union soviétique menait des opérations de déstabilisation de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre hybride pendant toutes les années de la période soviétique, avec des opérations de désinformation, des opérations d'espionnage, le soutien apporté par exemple au terrorisme de la fraction armée rouge, etc., etc. Donc c'est des choses qui ne sont pas nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est nouveau, je crois que c'est qu'aujourd'hui nous avons au Kremlin quelqu'un qui est un spécialiste de la guerre hybride. En fait, Poutine, c'est un tchéquiste. Il ne faut pas oublier qu'il vient de ce monde, du monde de la guerre cachée, des opérations spéciales. Et ce n'est pas du tout un hasard si, en fait, la guerre qu'il mène contre l'Ukraine a été appelée opération spéciale. C'est parce que lui conçoit la guerre comme une gigantesque opération spéciale. Mais pourquoi monte-t-il en puissance maintenant ? Pour tous les moyens. Pourquoi il monte-t-il en puissance ? D'abord, parce que depuis le début, en 2021, ce que nous avons encore du mal à comprendre et à accepter, c'est qu'en fait, en 2022, quand il attaque l'Ukraine, il déclare la guerre à l'Occident. Que Poutine, en fait, est un insurgé contre l'Occident. Qu'est-ce qu'il fait ? Il lance un ultimatum à l'OTAN. Il dit « je veux qu'on revoie tout l'ordre post-guerre froide de sécurité. Il va falloir tout changer. Et il faut que vous dégagiez toutes vos troupes, en fait, au-delà de ce qu'elles étaient, enfin, les retirer de toute l'Europe centrale et orientale. Il voulait revenir à la situation de 1980. Exactement. Son but, c'est de redessiner, en fait, la carte de la sécurité, se redonner un droit de regard et de domination sur l'Europe centrale et orientale. Pardon, parce qu'on va revenir à ce point. Et au-delà de ça, c'est briser, en fait, l'ordre international occidental. Il veut mettre l'Occident à genoux sur le plan psychologique, sur le plan légal, sur le plan politique, et donc il attaque par tous les moyens. Ok, Laure, on va revenir sur le dernier point, est-ce qu'il veut vraiment faire la guerre à toute l'Europe ? Mais là, sur le plan tactique, pourquoi on voit cette aggravation de la situation Je peux dire un mot là-dessus, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont stabiliser le front. Et quand on voit, il y a beaucoup d'analyses qui sont données par les militaires qui montrent qu'en un an, l'armée russe a avancé de 0,6% en perdant des dizaines de milliers d'hommes en un an.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une impasse militaire. On est dans une guerre d'attrition qui n'est absolument pas aujourd'hui gagnée par les Russes. Et du coup, le seul point sur lequel ils peuvent appuyer, c'est le point faible, en fait, de la manière dont les Ukrainiens... Le point faible, c'est l'OTAN ? Exactement. Le point faible, c'est les alliés de l'Ukraine. L'Ukraine tient. Et là, ils se disent, on va en fait appuyer sur le soutien que continue à apporter l'Europe, pour en fait les convaincre qu'il faut qu'ils se concentrent sur leur défense, et qu'il faut qu'ils trouvent un accord avec nous, parce que sinon ça va être la guerre totale. Michel Goya, vous êtes d'accord ? Alors, moi je persiste à ne pas appeler ça de la guerre. Oui, parce qu'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas des soldats... Il peut y avoir mort d'homme, il y a des assassinats, il peut y avoir des accrochages, etc. Mais on n'est pas au seuil de la guerre. Alors c'est pas nouveau. En fait, ce qui a introduit cette pratique, c'est surtout le fait nucléaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est retrouvé entre face à une puissance nucléaire, on a beaucoup hésité à s'affronter, à franchir ce fameux seuil de la guerre ouverte, parce qu'on avait peur d'aller très vite sur un autre seuil, c'est celui de l'emploi de l'arme nucléaire. Donc on est resté, on a multiplié les actions en dessous. Alors c'est pas nouveau, on appelait ça avant la subversion, par exemple, ou les actions clandestines, etc., qui peuvent se combiner aussi, effectivement, avec des opérations de guerre. C'est en cela que ça devient, effectivement, peut-être de la guerre hybride. Maintenant, pour revenir sur la situation en Ukraine... Pourquoi ça monte en puissance, là, en ce moment, selon vous ? Comme le disait Laure, en fait, c'est vieux en fait, mais quand la situation est bloquée sur le front, on se dit tiens, on va essayer d'obtenir la décision sur l'arrière de ce front. Alors c'est une des raisons pour laquelle les Russes bombardent, frappent sur tout l'arrêt de territoire ukrainien, mais aussi qu'ils agissent sur le grand arrière de l'Ukraine, du front ukrainien, c'est nous. C'est nous. Donc il y a tout ce travail, effectivement, de sape de cet arrière, le travail de freinage. Chaque fois qu'on envisage d'envoyer un nouvel équipement, tout de suite, vous allez voir tous les influenceurs qui vont arriver en disant attention, ça va être terrible, ça va être la guerre, c'est une escalade, machin, ceci, etc. Donc oui, c'est une immense guérilla qui est menée avec plein de moyens, visibles, pas visibles, surtout pour nous paralyser, pour nous freiner, politiquement pour appuyer sur toutes les plaies, pour essayer de pousser peut-être par exemple des partis qui seront plutôt favorables à la vision russe, etc. Au passage, je termine là-dessus, c'est pas forcément efficace, c'est pas forcément productif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut se dire, mais attendez, les Russes apparaissent véritablement comme des agresseurs, comme une véritable menace. Ceux qui n'en étaient pas forcément persuadés se disent, au bout d'un moment, oui, effectivement, peut-être que ces gens-là sont dangereux. Nicolas Barotte, la réponse des Occidentaux, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'elle a été à la hauteur ? Est-ce qu'elle a été rapide ? Est-ce qu'elle a été cohérente ? Déjà, il faut voir que c'est une sorte de piège. C'est qu'en menant cette guerre hybride sur le front de l'OTAN, Poutine oblige les Occidentaux à consacrer des moyens à la défense de leur flanc Est, c'est-à-dire de l'argent, ça veut dire des capacités. C'est autant de choses qu'ils ne pourront pas faire pour d'autres missions. Ça arrive au moment où il y a un débat sur les forces de réassurance en Ukraine. C'est pas innocent, c'est que Poutine cherche à détourner l'attention en disant ne vous occupez pas de l'Ukraine, occupez-vous plutôt de ce qui se passe de votre propre sécurité. Bien sûr. Alors après, la réponse elle est très compliquée parce que quand on parle de drones, il y a beaucoup de choses très très différentes. Les avions, c'est encore autre chose. Donc pour faire face à cette panoplie de menaces, il faut des moyens très 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 différents. Et c'est vrai que jusqu'à présent, l'OTAN pensait être protégée d'à peu près tout grâce à l'article 5. Et donc les capacités de détection, d'interception, elles sont limitées. On parle beaucoup d'un mur anti-drone, mais en réalité... On appelle ça même un mur de drone. C'est quasiment impossible, vu la frontière à protéger. Il faudrait des centaines, des milliers de... Il faut expliquer en quelques mots ce que c'est un programme. Ça veut dire mettre, grosso modo, des radars, des capteurs acoustiques, par exemple, pour détecter des intrusions. Mais on voit bien que sur le front ukrainien, il y a des capteurs quasiment tous les kilomètres pour protéger la ligne. Si on fait ça sur le front européen, ça demande encore des moyens, des investissements que les Européens n'ont pas pour avoir les bons radars qui vont détecter les petits drones. Et il me semble que Mme von der Leyen a dit que c'était désormais une priorité et qu'au moins un tiers des financements, des nouveaux financements européens, 2500 milliards, irait à ce... C'est autant d'argent qui n'est pas consacré ailleurs à d'autres capacités. C'est une manière pour Poutine de détourner l'attention et de forcer les Européens à faire un peu autre chose. Antoine Arjakovski. Andrius Kubilius, qui est le commissaire européen à la défense, a encore donné une interview il y a quelques jours pour dire que c'était la priorité numéro 1 pour faire ce mur de drones d'ici la fin 2026. Et c'est ça le problème, c'est qu'on va trouver les moyens, parce que là, il y a la nécessité de protéger l'Europe, il y a la nécessité de protéger les aéroports européens.
Là, c'était la panique dans plusieurs aéroports aux Pays-Bas, au Danemark, etc. Donc on est obligé de faire ça. On va mettre tout l'argent qu'il faut. Simplement, ça va mettre 1 an. C'est cette période de temps que Poutine veut utiliser pour déstabiliser. Les groupes terroristes utiliser des drones, par exemple. Ce jour-là, l'État islamique a utilisé des drones en Irak en particulier, mais ça peut arriver très Est-ce que ça bouleverse autant le champ de bataille qu'on le dit, Michel Goya, l'arrivée des drones ? Complètement, oui. Au passage, moi j'avais écrit un rapport avec d'autres, il y a 15 ans à peu près, sur les menaces de groupes terroristes éventuellement sur des infrastructures, en utilisant des drones, sur des réunions politiques par exemple. C'était l'époque où on avait vu un meeting d'Angela Merkel avec un drone qui était arrivé devant elle. Et on s'est dit, oula, mais en fait... Oui, s'il lâche une grenade... on aurait pu l'assassiner. Donc on y réfléchit depuis longtemps. Le problème étant que... on a plutôt une politique qui est pilotée par les événements, quoi. En gros, on attend les événements et on se dit, tiens, il faudrait faire un mur contre les drones. Mais les drones, ils ne sont pas nouveaux, quoi. Ça fait longtemps. On a l'équipement nécessaire, ça existe, l'équipement pour neutraliser les drones, y compris les vagues. On sait que Poutine a tiré 579 drones sur l'Ukraine la nuit du 19 au 20 septembre. C'est énorme. On parle des drones de longue portée, il faut bien distinguer. Il y a les drones du champ de bataille, de petits drones, où là, ça a changé complètement la physionomie du combat sur le champ de bataille. Tous ces petits drones par millions, qui sont produits par millions, maintenant, ça change tout. Et puis vous avez des drones longue portée, qui ne sont pas très différents de missiles, en réalité, de missiles de croisière. Et ça, c'est une autre menace. Quand vous en voyez effectivement 500 quelque part, nous, on n'est pas capable d'affronter des vagues, des salves de 500 drones. Donc, on y réfléchit. On a un système de défense aérienne qui n'a pas été conçu pour ça. Il est conçu pour affronter des avions, pour intercepter des avions. Donc, il est assez louche. On en est réduit à tirer des missiles à 1 million d'euros contre des drones. High-tech, en réalité, qui est très sophistiqué, très high-tech, avec des missiles anti-aériens, Patriot, là aussi, par exemple, qui sont très, très coûteux, donc peu nombreux. Donc, c'est fait pour affronter des avions ou des missiles balistiques, éventuellement, quand on arrive maintenant à intercepter. Mais des vagues de drones qui vont un peu au ras du sol, qui sont difficiles à détecter par hasard, ça, on est démunis. Là, Kubilius veut insister sur la technologie des lasers. Il dit que les Chinois, ils ont développé cette technologie des lasers et que c'est ça que les Européens doivent faire d'ici 1 an. Mais on ne les a pas encore. Nicolas Barotte, il y a une prise de conscience vraiment et pour une fois, on peut essayer d'agir vite au niveau européen ou pas ? Il y a une nécessité d'agir vite. C'est qu'on voit bien que le temps presse face à la menace russe. Après, il faut développer beaucoup de moyens très très différents. C'est que les drones longue portée, c'est certains radars. Les drones courte portée des aéroports au Danemark, c'est encore autre chose pour les détecter. Les armes laser, c'est une solution. Et à chaque fois, il faut une arme différente pour y répondre ? Oui, et les armes laser n'ont pas encore été testées au niveau opérationnel, donc il faut encore faire des... On a vu récemment les soldats français en petit nombre qui ont été envoyés au Danemark là, pour prêter main forte. Ils ont des espèces de fusils laser. Des brouilleurs. C'est des brouilleurs, d'accord. Et c'est une bonne façon d'intercepter les drones. Mais la techno va très très vite. Et donc, on s'adapte. Et pour brouiller un drone, il faut de nouvelles technologies. C'est que l'innovation est extrêmement rapide. Le cycle en Ukraine, c'est quelques semaines. Au bout de 3-4 semaines, une innovation est dépassée et on a trouvé un autre moyen de mener l'offensive. Donc, si je vous entends bien, à court terme, Poutine nous montre qu'on est relativement démunis pour ce type de menace, premièrement, et deuxièmement, qu'on doit pas donner peut-être toute l'aide qu'on devrait à l'Ukraine, mais qu'on doit aussi garder un peu de sous pour se défendre nous-mêmes, non ? Alors, si je peux revenir là-dessus, moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est on est tout le temps en retard. Oui. Et c'est vrai qu'on est dit Michel Goya, tout le temps en retard. C'est les événements qui dictent. Oui, mais on est tout le temps en retard aussi parce qu'on est tout le temps en réaction à de nouvelles initiatives de Poutine qui continuent, qui démultiplient cette guerre hybride. Et on attend, et à chaque fois, on est pris de court, ces nouvelles piqûres. Ici et là, on met en place le mur de drones. C'est pas sérieux. Aujourd'hui, ce qui est absolument frappant, cet été, quand nous étions à Tocqueville ensemble, Philippe, il y avait un député ukrainien qui a fait un discours tout à fait frappant, d'ailleurs à la suite duquel j'ai fait un papier sur ce thème, dans lequel il disait il y a aujourd'hui 2 pays qui mènent la guerre du XXIe siècle, c'est la Russie et l'Ukraine, qui sont en fait en train de mener la guerre telle qu'elle va se dessiner, avec justement l'importance absolument capitale des drones, etc. Suite à ça, moi j'ai interrogé un certain nombre de militaires français, et c'est vrai qu'on les sentait très réticents,
disant oui, c'est important, mais il ne faut pas exagérer, etc. On sentait une sorte de lenteur. Ils ont du mal à sortir des vieux schémas. Exactement. Et aujourd'hui, ça bouge. Et c'est vrai que lui avait comparé ce débat avec le débat de Gaulle dans les années 30, disant il faut aller avec les blindés, il faut complètement changer d'approche, on ne peut pas rester sur la ligne Maginot. Et lui parlait d'une nouvelle ligne Maginot des militaires occidentaux. Ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est que ce n'est pas du tout ou l'Europe ou l'Ukraine, parce qu'en fait, on voit par exemple, j'ai vu la nouvelle tomber aujourd'hui, que les Ukrainiens sont demandés par les armées européennes pour aller les aider à mettre sur pied un arsenal justement de drones. Il y a une mission qui est partie au Danemark. Et donc c'est quand même c'est-à-dire maintenant on a besoin du savoir-faire, de l'expérience de l'Ukraine. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que pour faire face à cette guerre hybride et comprendre dans sa totalité ce que ça veut dire, il faut qu'on pense complètement notre système de sécurité différemment et qu'aujourd'hui, on considère que notre principal atout, c'est pas du tout une charge, l'Ukraine, c'est notre meilleur atout dans la guerre. En fait, il y a une seule armée qui est véritablement prête à se battre aujourd'hui et qui arrive à mettre en échec la Russie, c'est l'Ukraine, c'est l'armée ukrainienne. Et finalement, c'est pas on va prendre l'Ukraine dans l'OTAN, c'est l'OTAN est en train de rentrer dans la... s'adosser à l'Ukraine. Oui, de s'adosser à l'Ukraine. On va y revenir à tous ces aspects-là, mais je voudrais qu'on parle aussi de la Moldavie et d'un tout autre volet de cette guerre hybride. On va d'abord écouter la présidente moldave, Maia Sandu. For us, accession is not just a technocratic process. It is a race against time to anchor our democracy inside the Union, where it will be protected from the greatest threat we face, Russia. And precisely because we have advanced greatly on this path, Russia has unleashed its full arsenal of hybrid attacks against us. The battlefield is our elections. Alors il y a eu justement le week-end dernier des élections en Moldavie. On a vu que le parti de Mme Sandu, pro-européen, a gagné ces élections d'un cheveu, 0,3%, et la campagne a été manifestement secouée par des... Ils ont eu plus de 50% des voix, le Oui, parti. 50,03. Oui, enfin, les autres sont loin derrière. Les autres sont loin derrière, ils sont à 10-15%. Oui. Donc elle a bien gagné ces élections. D'accord. La campagne n'en a pas moins été agitée par énormément d'opérations de déstabilisation. On a parlé d'achat de voix, de préparation d'émeutes. Apparemment, des agitateurs ont même été arrêtés en Serbie, qui auraient formé des gens pour semer la violence dans des rassemblements politiques. On a trouvé des caches d'armes, il y a eu 78 arrestations, collusion avec le banditisme. Enfin, là, on dit que la Russie de Poutine a dépensé 300 à 350 millions de dollars en Moldavie. Ça vaut le coup pour un petit pays comme ça? Quelle est bien sûr, la stratégie, Antoine? C'est la stratégie de déstabiliser le processus d'adhésion à l'Union européenne d'un pays comme la Moldavie, d'essayer de le rattacher à la Transnistrie qui est déjà sous domination russe, du coup de poser un foyer possible d'opposition à l'Ukraine à ses frontières. C'est très payant, c'est rien du tout, 300 millions pour Vladimir Poutine. Et donc c'est pour ça qu'on a vu toutes ces opérations que vous avez en l'occurrence, c'est pas payant si finalement les pro-européens l'emportent. Aujourd'hui, on a pris conscience que la guerre hybride était une véritable guerre, qu'il fallait prendre à bras le corps et qu'il fallait préparer les opinions publiques. Et donc, les Moldaves, lorsqu'ils ont appris qu'on avait découvert des urnes avec des bulletins déjà signés, voilà, ils ont compris que c'était grave, que ça allait contre la démocratie, contre leurs droits. Et donc, Maia Sandu, le gouvernement, ça a tout fait pour lutter contre toutes les opérations menées par Ilon Shor depuis Moscou, parce qu'il était caché à Moscou. Donc voilà, le principal danger qu'on a au sein de l'Union européenne, pire encore que les drones, c'est la manipulation des partis politiques européens qui peuvent faire basculer
des démocraties dans le camp de la Russie. On l'a vu en Géorgie. On l'a vu en Géorgie, ça aurait pu se produire en Moldavie, mais je dirais que les partis politiques en France aussi sont parfois très sensibles à cette propagande qui vient de Russie. En Allemagne, c'est clair également. Donc il suffirait qu'un des grands pays, comme l'Italie ou l'Allemagne, passe résolument dans un camp ouvertement pro-russe pour que ça bloque tout le travail de l'Union européenne. Donc c'est là où on est extrêmement vulnérable, et c'est là où aujourd'hui il faut prendre la mesure de l'importance de cette guerre informationnelle. Et c'est pour ça que moi j'ai suivi de très près les discours de Sergueï Lavrov aux Nations Unies, parce qu'il y a une fake news par phrase pratiquement, et il annonce déjà les campagnes de désinformation qui vont avoir lieu. Alors donc, et en l'occurrence, il a dit, il se trouve que là, le mois prochain, on va présider le Conseil de sécurité des Nations Unies, ça tombe bien, on va fêter l'anniversaire des accords de Dayton. Donc, ça c'est la Bosnie. La Bosnie, et donc on va avoir un flot d'informations sur l'intervention injuste et inique de l'OTAN à Belgrade, sur le Kosovo, là encore, ça contredit la position de l'égalité, du droit international, etc. Donc on sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Il faut être prêt pour réagir. Et je dois dire que autant on est un peu en retard sur un certain nombre de sujets qu'on a mentionnés, mais je tiens quand même à dire que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec Jean-Noël Barrot, avec son initiative French Response sur les réseaux sociaux, enfin, en amont, essaye de désamorcer les campagnes de désinformation par le principe de name and shame. Nommer le mensonge et faire honte à celui qui le prononce. Et ça, c'est nouveau. C'est là depuis le mois de septembre. Ça marche vraiment, ça ? Ça vient de sortir. Mais ça montre qu'enfin, en France, on a compris que deux partis qui s'accusent mutuellement de mentir... justement, jusqu'à présent, on était sur la défensive. Le fact-checking, ce qui est indispensable, et ce que, heureusement, les grands journaux font comme vous le faites ici. Mais là, maintenant, on va plus loin. On va dans la réponse, et on va dans le contre-narratif, qui est le narratif européen démocratique, où on dit, par exemple, il a encore ressorti aux Nations Unies, Lavrov, que c'était un coup d'État qui avait été organisé en 2014 par les Ukrainiens pour chasser Yanukovych. Et donc ça, on est en mesure aujourd'hui, il y a toutes les analyses pour montrer que non, ce n'était pas un coup d'État, que c'est Yanukovych qui a fui, et qu'il y a eu de véritables élections au Parlement de Kiev. Je le répète, parce que malheureusement, autour de moi, c'est pas encore, les gens n'en sont pas convaincus, ça a été un Maïdan démocratique pour permettre à l'Ukraine de se sortir de l'orbite de la Russie. Nicolas Barotte, est-ce que la vraie réponse, ça ne serait pas de nous aussi, à l'Ouest, passer à l'offensive ? Y compris mener des opérations de désinformation. C'est peut-être pas très joli, pas très élégant, mais est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé Non, parce qu'il y a quand même des règles en démocratie qui empêchent d'avoir ce type de manœuvre, parce que les systèmes autocratiques comme la Russie sont très fermés, donc c'est beaucoup plus dur d'avoir un effet, un accès aux opinions publiques. Après, il y a une panoplie de réponses qui sont envisagées. C'est effectivement de dénoncer les opérations, d'être plus proactif dans la riposte. Sur les cyberattaques, est-ce qu'on est passé à l'offensive ? Oui, ça c'est très discret. C'est que là, pour le coup, autant c'est furtif, mais autant les drones, c'est très visible, autant ce qui se passe dans le cyber est très très dur à attribuer, c'est-à-dire dire qui fait quoi. Et la riposte, la réponse des occidentaux est encore plus discrète, parce qu'on ne veut pas dire ce qu'on sait faire, ce qu'on a vu et comment on opère. Mais il y a des opérations qui passent soit par des activistes pro-ukrainiens qui sont très offensifs contre la Russie, ou aussi par des opérations des propres services occidentaux qui vont viser tel ou tel acteur très Est-ce qu'on fait mal, nous aussi ? Est-ce qu'on porte des coups qui font mal Mais ce qui fait mal, c'est pas tant des cyberattaques. Ce qui va faire mal à la Russie, c'est le soutien à l'Ukraine dans la durée pour épuiser la guerre. C'est les sanctions économiques qui vont toucher le portefeuille de Poutine. C'est une sorte de résolution pour décourager Poutine de poursuivre ses opérations sous le seuil. En fait, on n'est pas en guerre, nous, encore, contre la Russie. Donc, mener des offensives, c'est prendre le risque de l'escalade. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire en Europe. Laurent Mandeville, juste un mot. Dans cette dimension en Moldavie, il y avait une dimension de guerre culturelle. L'un des messages les plus relayés pendant la campagne revenait à mettre une équivalence entre l'Europe et, en gros, les LGBT. Voilà, l'avilissement moral de la société, enfin vous l'appelez comme vous voulez, il y a quand même un message de ce type qui a été vu par 23 millions
23 millions de fois sur une population de 2,4 millions d'habitants. Donc c'est quand même considérable, c'est une force de frappe. C'est massif, je suis d'accord. C'est ce qu'ils appellent Gay Europa en russe. L'Europe gay. L'Europe gay, et donc cette espèce de vision presque apocalyptique d'une Europe complètement décadente, foutue, et contre laquelle la Russie serait ce formidable rempart de la chrétienté, des valeurs, etc. Tout cela étant évidemment... Alors c'est vrai qu'étant vraiment faux quand on connaît en fait l'état d'anomie, de déliquescence morale, je dirais, de la société russe. Mais ce qui est intéressant, c'est, vous parliez des 23 millions, c'est que si vous mettez ça en balance avec ce que fait Viginum et ce que fait le ministère des Affaires étrangères, ce sont des gouttes dans un océan, puisque ça reste très limité. Ils ont encore peu de moyens. Et je crois qu'un des problèmes, c'est que, effectivement, c'est une prise de conscience extrêmement récente de ces dangers. Et c'est vrai que nous ne sommes pas équipés pour ces opérations de contre-information, puisque nous ne pouvons, on ne va pas se mettre à proférer des mensonges, parce que sinon on perd notre âme de pays démocratique, mais il faut faire de la contre-information, mais de la contre-information massive. Et ça, on n'est pas complètement équipé. Je crois qu'il faut réarmer les démocraties, c'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'en fait la guerre hybride de Poutine est d'autant plus facile aujourd'hui que nos pactes démocratiques sont en crise. Donc la crise, elle consiste certes à répliquer aux Russes, mais aussi à régler nos problèmes pour que les Russes ne puissent pas s'en emparer et en faire des instruments de destruction massive contre nous. Antoine Jacqueski. Oui, non, on a quand même réussi. Bon, il y a eu manifestement en Roumanie des élections qui avaient été complètement truquées. Il y a eu une plainte qui a été faite auprès de TikTok. On a vu que ça avait été ultra financé par la Russie. Ça a été discuté au niveau du Conseil constitutionnel roumain et les élections ont été quand même remises sur la table. Et c'est le parti pro-démocratique qui a gagné au bout du compte. Ouais. Donc ça veut dire aujourd'hui. Mais on passe quand même pour. Enfin, ça a l'air, pour une grande partie de l'opinion, comme on n'est pas content du résultat, alors on refait des élections. Non, c'est aujourd'hui, on arrive à montrer qu'il y a telle ou telle chaîne Telegram, et c'était le cas par exemple pour la Moldavie, on a fait pression sur Pavel Douran. Même les Américains sont pas vraiment de notre côté là-dessus. Alors, et c'est pour ça qu'il y a un débat philosophique qu'il faut mettre sur la table, à savoir, est-ce que la liberté, c'est de dire ce qu'on fait, ce qu'on veut, comme on veut, dans n'importe quel contexte, ou est-ce que nos démocraties associent la liberté d'une façon ou d'une autre au bien commun. Oui. Et donc, c'est ça le débat qu'il faut avoir avec les libertaires libéraux, c'est-à-dire que, y compris en Russie comme aux États-Unis, de dire que oui, on a la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression, elle est arrimée au principe du bien commun, de la paix civile, de la libre discussion. Et ça, ce débat-là, effectivement, on ne l'a pas suffisamment développé. Il faut absolument le... Michel Goya, tout de même là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on soit plus offensif sur la guerre informationnelle ? Qu'on soit plus offensif. Oui, alors il ne faut pas oublier qu'on mène des actions d'affrontement hybride. Oui, mais comme disait Laure, on perd un peu notre âme si on commence à adopter les mêmes méthodes. Non, mais le fait d'aider l'Ukraine, c'est, vu de la Russie, c'est une action agressive contre eux. Hein. Oui, mais ce n'est pas la guerre informationnelle. Non, le fait d'avoir déployé, par exemple, des forces dans les pays baltes dès 2014, afin de dissuader la Russie, c'est un acte sous le seuil de la guerre destiné à avoir un effet sur la Russie. Bon, maintenant, en termes informationnels, là aussi, on revient un peu au temps passé. C'est-à-dire qu'il fut une époque où en fait, l'Occident s'est un peu imposé, le modèle occidental s'est un peu imposé sur le modèle soviétique, en réalité un peu par la vérité, par la diffusion, par l'évidence des choses, c'est-à-dire que le modèle occidental, ça fonctionnait mieux que le modèle soviétique, même s'il fut un temps... Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de la post-vérité, c'est plus compliqué. C'est vrai. Non, mais même si, à la limite, l'Union soviétique, il y avait encore un projet socialiste, au moins au début, qui pouvait être séduisant, quoi. Là, la Russie de Vladimir Poutine, une oligarchie terrible, je vois pas très bien. Oui, le dépliant est moins séduisant. Oui, c'est pas très mobilisateur. Hein. Vous n'avez pas une internationale poutiniste, des partis poutinistes partout. Mais si quand même. Mais il y a des gens. Je trouve qu'il y a des gens qui sont complètement à voir par rapport à cette. À ce message du Kremlin. Et c'est un peu moins depuis le début de la guerre en Ukraine, quand même. Un peu moins. L'étoile a terni. Mais encore beaucoup.
Et Oui. encore beaucoup, parce qu'il y a encore des messages qu'on n'a pas réussi à critiquer sur le fond. C'est-à-dire, moi j'entends encore sur les plateaux des gens qui disent que la Crimée a toujours été russe et que donc c'est légitime pour la Russie de récupérer la Crimée. En allant contre le droit international, Lavrov, encore à New York, a dit que c'était légitime d'organiser un référendum en Crimée. Personne n'a répondu, personne n'a rien dit. Donc, ce que moi je propose, ce qu'on essaie de faire aussi au Collège des Bernardins, c'est d'unifier les historiens des différents pays européens pour faire un travail de fond qui ne soit pas simplement du fact-checking, mais qui mette les documents à disposition des citoyens. Quand, par exemple, je ne sais pas, on parle du massacre de Katyń, on montre l'ordre de Staline de fusiller 20 000 soldats polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui permettrait aux Européens ensemble, et pas chacun dans son coin, d'avoir un contre-récit qui soit parlant et qui permette de marginaliser complètement les discours de Lavrov aux tribunes des Nations Unies, devant 190 pays, et personne ne lui répond. Ça, je crois vraiment qu'il y a un travail énorme à faire sur ce point de vue-là. Une des limites, c'est Donald Nicolas Trump. Barotte. C'est que de fait, la fin des programmes USAID a conduit à la fin de programmes d'aide aux journalistes, par exemple en Afrique, qui sont du fact-checking. Maintenant, les journalistes africains vont se nourrir des chaînes d'information russes. Il y a aussi Radio Free Europe qui a fermé, qui était un moyen de contre-influence. Et on revient au débat aussi sur les big tech et la modération. Si Facebook et consorts ne modèrent plus les fake news, cette bataille contre la désinformation, elle est perdue. Oui, alors justement, ça, c'est un point que je voulais évoquer. Est-ce que le free speech américain, le discours de J.D. Vance à Munich, est-ce que c'est un cheval de Troie finalement? Et est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, plus rien ne mérite d'être censuré? Tous les discours ont leur raison d'être. Et en fait, quand on censure des mensonges, on devient des censeurs. Oui, mais le problème... Et non pas des gens qui défendent la vérité. Je crois que c'est un sujet très compliqué, parce que justement, il y a avant en fait toute cette polémique dont vous parlez, que vous évoquez, il y a eu quand même des manquements très importants au sein des médias occidentaux sur des sujets que les gens considéraient comme fondamentaux et qui ont été complètement évacués parce qu'il était pas bienséant d'en parler, qui a été évacué du débat. Par exemple, la question de l'immigration, ou par exemple la question des dommages ou des dangers de l'islam. C'est des sujets il n'y avait pas de censure. Peut-être qu'il y avait un poids du politiquement correct, mais il n'y a pas de censure. Il y a un poids du politiquement correct qui faisait que, par exemple, sur certains médias sociaux aux États-Unis, il y avait des choses... Il y a eu, par exemple, des gens qui ont été ostracisés ou évacués parce qu'ils touchaient ces questions. Et le problème, c'est que du coup, ça donne aujourd'hui à J.D. Vance et d'autres des arguments, je dirais, légitimes d'une certaine manière pour dire attention, vous voulez supprimer des pans entiers du discours parce qu'ils ne vous conviennent pas. Souvenez-vous du fait que Trump avait été par exemple exclu de Twitter. Donc c'est vrai que maintenant on est horrifié par le fait que Elon Musk laisse dire tout et n'importe quoi, et je partage l'inquiétude actuelle sur certaines dérives totales en fait de X en fait qu'il a repris. Mais il faut bien voir d'où on vient, parce que sinon, on va perdre, dans cette bataille que nous voulons gagner, nous allons perdre des pans entiers, en fait, des sociétés occidentales qui estiment qu'il y a eu un problème, justement, dans le débat public. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les partis populistes sont apparus. C'est en partie contre cette disons, excommunication qui existait sur des pans entiers, en fait, de la conversation politique. Antoine Soit, et néanmoins, une démocratie ne fonctionne que si on peut faire un bon diagnostic sur la situation. Et donc, si on est attaché à la vérité. Oui, et donc, donner la parole à n'importe qui, n'importe comment, dans n'importe quel contexte, à l'heure des propagandes financées par des États terroristes, c'est mettre une croix sur nos démocraties, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, de plus en plus, travailler, expliquer aux populations que quand on va chez le médecin, on a besoin d'avoir un bon diagnostic. C'est la même chose pour les questions politiques. Il faut d'abord faire un bon diagnostic et chasser les fake news,
empêcher les Elon Musk ou les Pavel Durov de finalement tuer de l'intérieur nos démocraties. C'est pour ça qu'on a interdit en France Russia Today. Et quand j'entends aujourd'hui Ksenia Feodorova dire qu'elle a été persécutée, c'est terrible. On renverse complètement, est-ce que vous êtes elle pourrait être renvoyée. Enfin, je veux voilà, dire, absolument. Mais est-ce que vous êtes d'avis que justement... Si on était plus ferme sur le fait que la vérité est indispensable à nos démocraties, il y a des personnes, effectivement, qui devraient être Le problème, expulsées. c'est la définition de la vérité, encore une fois. Eh oui, mais ça... Et là, on a un problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, ça c'est la vérité, c'est-à-dire que la vérité, c'est bien sûr qu'il y a des forces de désinformation absolue et qu'il faut les combattre, mais vous voyez bien qu'on a quand même un problème dans la question de la définition. Et vous serez d'accord l'un et l'autre qu'on ne pourra pas convaincre des gens qui pensent que l'élection en Roumanie a été annulée de manière abusive, qu'elle a été annulée pour de bonnes raisons. Parce que précisément, les gens préfèrent croire plutôt que savoir. Non, il faut les convaincre. Il faut les convaincre. Il y a des faits, il y a des vérités. Ça veut dire, il y a le fait et il y a l'interprétation. Est-ce que sur ce point-là, vous convenez que la doctrine libertarienne américaine aujourd'hui de la libre parole est l'allié objectif finalement de la désinformation de Poutine? Je dirais que cette idéologie couplée avec peut-être ce qui est le sujet majeur, c'est-à-dire les réseaux sociaux eux-mêmes. C'est-à-dire que la nature en fait de la société dans laquelle nous sommes entrés avec cette ère de la conversation qui n'est pas une conversation mais une sorte de foire d'empoigne de cris lancés d'ailleurs sans aucune effectivement modération, de rien du tout. Effectivement, c'est ça aussi le problème. C'est la conjonction de ces facteurs. Alors, venons-en à un autre point. Le 23 septembre, l'OTAN a décidé de monter d'un cran sa doctrine. Et à propos des avions qui venaient se balader dans l'espace aérien estonien, le général américain, le nouveau général en charge du SACEUR, qui s'appelle Grinkiewicz, Alexus, a ouvert la possibilité pour les pays dont l'espace est violé d'abattre un avion russe. Alors, on n'est plus dans la guerre souterraine, là on est dans le risque d'escalade directe, Michel Goya. Sur le seuil, vous avez eu déjà des accrochages, les Turcs ont abattu un avion russe. Les Turcs ont abattu un avion russe en 2015. Les Russes se sont vengés sur les Turcomans qui étaient alliés de la Turquie au passage. Oui, mais Poutine n'a pas fait l'escalade. Vous avez en 2018, vous avez un bataillon de Wagner russe qui attaque une position de Marines américains en Syrie. Le bataillon se fait écraser, il y a une centaine de Russes qui sont tués. Bon, voilà, les Russes disent OK, on arrête. Bon, là, c'est un peu une armée privée, Wagner. C'était un instrument russe. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut s'affronter un peu sur le Si seuil. demain, il y a un incident de ce type et que la chasse de l'OTAN abat un avion russe, vous dites, oh là là, c'est grave. Je dis non, c'est normal. C'est normal. C'est normal et probablement ça restera là. Mais juste un point quand même, il ne faut quand même pas oublier le cas d'ailleurs de ce passage d'avion russe en Estonie est intéressant. Oui. C'est que on est en coalition. La décision d'attaquer ou de détruire un avion russe, elle sera prise par la nation du pilote de l'avion. C'est-à-dire concrètement, en Estonie, c'était des avions italiens. Oui, aux Pays-Bas, je crois. Non, c'était des avions italiens, des F-35 italiens qui ont. Vous croyez que les F-35 italiens vont abattre en Estonie? Non, mais voilà. Donc le commandant italien, il a une note, il a un papier de son gouvernement qui lui dit ce qu'il peut faire, pas faire. D'accord. Et donc il n'est pas forcément évident que le gouvernement italien ait envie de frapper, de détruire un MiG-31. Donc tout ça complexifie énormément la prise de décision au sein de l'OTAN quand même. Nicolas Barotte, là-dessus, est-ce que à l'OTAN, on se dit que c'est la bonne réponse, il faut assumer le risque d'escalade pour être crédible? Déjà, il faut savoir ce que feraient les Russes. C'est qu'on peut dire qu'il y a une possibilité d'engager, de neutraliser un appareil, certes, mais tout dépend quand, comment. Jusqu'à présent, on les reconduit gentiment. Oui, parce que même dans le cas des 3 MiG, ils volent dans l'espace aérien estonien, mais au-dessus de la mer. Donc c'est pas au-dessus de Tallinn. C'est quand même. Ils ne sont pas en train dans une position de menace directe. Ils ne sont pas armés de manière offensive. Donc il y a d'autres qui rentrent en ligne de compte.
Ensuite, il y a des règles d'engagement au sein de l'OTAN qui définissent comment on réagit. Mais comme le dit Michel Goya, chaque nation a ses limitations, ses caveats, et c'est un peu la faiblesse justement de l'OTAN. Et c'est ce que teste Vladimir Poutine. Il essaie de voir comment on réagit. Est-ce que les Italiens sont plus offensifs? Comment est-ce qu'ils se comportent en vol? Comment est-ce que réagiraient des Français, d'autres? Il teste un peu le fonctionnement de l'OTAN, qui n'a pas été mise à l'épreuve. Et donc on peut dire, comme le dit Jean Krinkevich, qu'on a une palette d'options possibles qu'on peut neutraliser, mais après ce sera du cas par cas. Ce sera le moment où ça se posera que vraiment on prendra le choix d'escalader ou pas. Ce sera un choix politique par rapport à la réponse que la Russie pourrait entraîner. Est-ce que le revirement de Trump pèse dans cette posture de l'OTAN? Le fait qu'il envoie des Tomahawks prochainement ou envisage de les envoyer en Ukraine, le fait qu'il qualifie la Russie de tigre de papier, qu'il dise oui, on peut abattre un avion, Laure Mandeville? Alors, je dirais que ça pèse, évidemment. C'est-à-dire, si ça se confirme, ça va au-delà des mots, et que ça se confirme, qu'on envoie des Tomahawks, bien sûr que ça pesera, parce que ça voudra dire que tout d'un coup, l'acteur américain, qui est quand même le leader de l'OTAN, et il n'y avait pas d'OTAN en réalité sans le leadership américain, et c'est bien le problème, et que si ce leadership se met en vacances ou se retire partiellement, l'OTAN a un vrai problème. Parce que qui va prendre la décision qu'on va au contre? Et donc c'est très important ce que dit Trump, mais bien sûr, comme c'est Trump, on n'est pas sûr que ça va être suivi des faits, et c'est tout le problème. Est-ce que c'est pas ça, finalement, mais je rajouterais juste une chose, c'est qu'il me semble que dans cette question-là, ce qui est très important, c'est la notion d'escalade. C'est-à-dire que Trump, s'il envoie, comme le dit Nicolas, un jour des avions au-dessus de Tallinn, il montera un cran dans l'escalade, ça voudra dire qu'il monte en cran et qu'il vient tester. Et la question c'est, est-ce que la réponse du pays qui choisira d'abattre, s'il le choisit, l'avion russe, sera crédible? Parce que le problème c'est qu'il faut bien se dire que Poutine, c'est un maximaliste. C'est-à-dire qu'il peut miser, il pourra se toucher, comme il l'a fait avec les Wagner en Syrie, mais il peut aussi escalader s'il pense en fait que l'acte dissuasif qui a été mené est un bluff. Et donc là, on est dans un rapport de force psychologique très important, c'est-à-dire que c'est seulement un Occident qui aura serré les rangs, qui aura pris conscience de la menace. Il faut être très crédible face à Poutine. Voilà, qui aura montré sa capacité à recréer une force offensive et donc dissuasive qui pourra le dissuader de continuer l'escalade. Antoine Arżakowski. Je suis parfaitement d'accord, et j'étais en Pologne il y a 2 jours et j'ai participé à plein de discussions sur ces sujets-là, et les Polonais sont très clairs sur 2 choses qui me paraissent importantes, qui doivent bien être précisées. C'est premièrement la décision qui a été prise par l'OTAN récemment, c'est que chaque pays prend la décision lui-même. Alors, avant même de savoir... Mais il est considéré comme légitime dans sa décision, voilà. C'est important. Ça avait été demandé par Sikorski, en particulier, le ministre des Affaires étrangères polonais. Donc, le gouvernement polonais a dit, si ça se reproduit, eh bien, nous sommes légitimes pour envoyer nos avions pour abattre un nouveau drone, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point qui est important pour les Polonais dans la discussion, c'est que Trump a dit qu'il ne s'y opposait pas et que c'était aux pays de l'OTAN, individuellement, si ça se reproduisait, que des drones arrivaient, de les éliminer. Et ça, je pense que ça va libérer un certain nombre de blocages qui étaient jusqu'à présent, enfin de blocages, en tout cas de garanties que l'OTAN s'était donné, mais qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Parce que là, on est dans une technique de grignotage, et on a vu avec l'Ukraine, et c'est pour ça que Zelensky insiste tellement sur la nécessité d'une réponse forte des pays de l'OTAN, parce que ça a commencé par des manœuvres du côté ukrainien, jusqu'à ce que finalement Poutine, voyant que les Occidentaux ne réagissaient pas ni sur la Crimée ni sur le Donbass, a décidé de prendre toute l'Ukraine. Nicolas Barotte, est-ce qu'on teste l'OTAN elle-même, ou est-ce que, moi ce qui me frappe, c'est que tout ça quand même a succédé au sommet entre Poutine, Xi, Kim Jong-un à Pékin, et on a l'impression que en fait, ce qu'il faut vraiment tester pour Poutine, et pour Xi d'ailleurs, c'est l'engagement de Trump aux côtés de l'OTAN. Bien sûr. Parce que c'est là qu'on verra la leçon.
pour Taïwan, pour tout un tas d'autres conflits, y compris entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Est-ce que c'est pas ça le nœud? Et est-ce qu'on a l'assurance, malgré les déclarations récentes de Trump, qu'il est vraiment engagé dans la défense des alliés de l'OTAN? Mais c'est tout le débat qu'il y a eu sur la réassurance de l'Ukraine. Les Européens sont prêts à s'engager à différents niveaux, envoyer des troupes, y compris en Ukraine pour certains, le jour où il y a un cessez-le-feu, mais à la condition qu'il y ait des garanties américaines. Trump, à Washington, a dit que oui, il était prêt à y réfléchir. Mais depuis, rien ne se passe. Donc en fait, il y a des déclarations, mais pas encore d'éléments très concrets. Et c'est ce qui retient les Européens de s'engager et d'aller plus loin. Effectivement, c'est ce que teste Poutine pour voir si Trump est prêt à soutenir les Européens dans leur résistance contre la Russie, ou si Trump dit « débrouillez-vous ». Oui, c'est peut-être un accident, comme il a dit au début sur les drones. Et les Américains ne seront là que le jour où ça escaladera au dernier degré. Et entre-temps, il fera peu de choses. Donc c'est ce flou, cette incertitude qui pose question aux Européens et qui les oblige, là, aujourd'hui, à s'organiser par eux-mêmes. Michel Goya. Alors, juste un point, par exemple, sur cette question des Tomahawks. On dit, voilà, Trump a peut-être envoyé des Tomahawks en Ukraine. Mais attendez, d'abord, la décision n'est pas prise. Deux, s'il décide de le faire, ce ne sera pas des livraisons, ce sera des exportations. Donc, il faudra les vendre à des pays européens. On les vend aux Européens qui les fournissent. Eux-mêmes les fourniront. Donc, il faudra aussi, d'ailleurs, un contrat de réexportation, etc. Tout ça pour dire que s'il prend la décision aujourd'hui, vous verrez peut-être des Tomahawks décoller dans un an, quoi. On est surtout, en réalité, là, à ce moment, sur de la gesticulation de la part de Trump pour essayer peut-être de faire pression sur Poutine pour qu'il fasse peut-être, qu'il concède quelque chose. Maintenant, plus largement, on est dissuasif lorsqu'on est crédible. Enfin, deux choses. Il faut avoir des moyens, il faut avoir des muscles et il faut être crédible dans la capacité à s'en sortir. Ça repose sur quoi, la crédibilité en l'espèce? Ça suppose sur des actes et des déclarations, quand même. C'est le principe de la dissuasion nucléaire. Régulièrement, il faut dire, le président de la République fait un discours en disant, attention, oui, moi, voilà, s'il le faut, on n'hésitera pas, etc. Et là, le problème des Américains, c'est qu'ils sont engagés sur plusieurs fronts. Ils sont en Europe, ils sont au Proche-Orient, ils sont aussi à Taïwan, quoi. Et si on n'est pas crédible, si on n'est pas un allié crédible quelque part, en fait, on s'affaiblit par ailleurs. Et tous les indices qu'on a maintenant, un peu des réflexions qui sont en cours sur la nouvelle posture stratégique américaine, sont très inquiétants en réalité. Moi, je serais taïwanais, je serais très inquiet là, en ce moment, ou je serais coréen du Sud. Là, oui, exactement, parce qu'on a l'impression que Poutine fait le job pour ses alliés chinois, nord-coréens, etc. Il teste de tester, de voir jusqu'à quel point Trump est prêt à s'engager aux côtés de ses alliés, ou de ne pas s'engager, ce dont ils sont a priori convaincus. Et le jour où ils en seront absolument certains, la Chine, rien ne retiendra la Chine d'envahir Taïwan. C'est tout à fait juste, et je crois que, comme le disait le colonel Goya, je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui un débat interne aux équipes Trump qui est quand même assez frappant dans la préparation de cette nouvelle posture de défense américaine, avec trois groupes. Un groupe qui est le groupe, disons-le, du retrait en fait de l'influence américaine sur l'hémisphère occidental. Ils en parlent énormément. L'hémisphère occidental. Et donc ça veut dire vraiment, débrouillez-vous. Vous vous débrouillez en Europe, vous êtes très fort, Zelensky est fort, aidez-le, etc. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est le groupe d'Elbridge Colby, qui a un poste d'influence au sein du Pentagone, et qui dit, nous, on doit être des gens qui priorisent. Et donc, on doit prioriser la question de la Chine et de la dissuasion du géant chinois. Et donc, on doit mettre tous nos œufs dans le même panier. Et vous, les Européens, vous n'avez qu'à vous occuper de l'Europe et de la Russie. Et donc, ça, c'est le deuxième groupe. Et il y a ce troisième groupe qui a une certaine influence au Congrès, même une influence, je dirais, dominante, qui est le groupe des néo-réganiens, qui, eux, voient en fait l'ensemble des théâtres et savent très bien que lâcher sur le théâtre européen, c'est à coup sûr perdre sur tous les autres. Mais on ne peut pas... On ne sait pas qui a l'ascendant dans ce débat aux États-Unis. On en saura peut-être plus aujourd'hui, puisque ce mardi, Donald Trump et Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, doivent parler à quelques centaines de généraux réunis à Washington, ou plutôt à Quantico, en Virginie. Juste pour finir, Antoine Arjakovski, l'impact pour l'Ukraine. On a dit tout à l'heure que finalement,
elle monte en puissance, l'Ukraine. Elle devient un atout plus qu'un boulet pour les Européens. Est-ce que c'est ça, l'avenir de la défense européenne passe par l'Ukraine? Absolument, j'étais parfaitement d'accord. Il nous reste 20 secondes. Donc, il y a eu récemment à Lviv, à IT Arena, un grand rassemblement avec Fyodorov, le vice-premier ministre, le spécialiste de toutes ces questions de drones. Et tous les Européens sont venus pour signer des contrats avec l'Ukraine. On a besoin de la défense ukrainienne. C'est la première armée d'Europe, c'est dit par tout le monde. Et donc oui, il faut être en solidarité. C'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous. Merci à tous.